Pendant 5 décennies, Tom Selleck a donné l'impression que la force était naturelle. Mais la dure réalité est que cette force lui a peut-être coûté plus cher que la gloire ne lui a jamais apporté. Dans le rôle de Thomas Magnum, dans Magnum, il est devenu le sourire, la Ferrari rouge, et l'honneur discret qu'une génération n'a jamais oublié. Dans celui de Frank Reagan dans Blue Bloods, il était le dernier rempart entre un monde bruyant et les valeurs que l'Amérique craignait de voir disparaître. Il a surmonté les rejets, le devoir, les sacrifices, et des années où Hollywood lui ouvrait à peine ses portes. Pourtant, il a tenu parole, alors que des chemins plus faciles auraient pu tout changer. Mais aujourd'hui, à 81 ans, l'homme qui semblait inébranlable fait face à une introspection loin des caméras. Un corps fatigué, moins de rôle, et la perte possible du ranch où vivent encore l'enfance d'Hannah, les rires de Gilly et ses souvenirs les plus douloureux. Si Tom Selleck vous a un jour montré ce qu'est le courage discret, rendez-lui hommage, en aimant et en vous abonnant à sa page, en hommage à une légende qui a porté la douleur sans la céder au bruit. La douleur a touché Tom Selleck bien avant que la célébrité ne connaisse son nom. Né en 1945 à Détroit, dans le Michigan, il vit le jour dans un pays encore marqué par la guerre, où la stabilité reposait sur le labeur acharné, les sacrifices discrets et des parents qui n'avaient guère l'occasion de se plaindre. Son père Robert travaillait dans l'immobilier avec un seul objectif, assurer la sécurité financière de sa famille, de 6 personnes, plutôt que de les enrichir. Sa mère Martha éleva Tom et ses 3 frères et sœurs avec une chaleur qui donnait à cette modeste maison une force insoupçonnée. Alors que Tom était encore enfant, la famille déménagea à Sherman Oaks en Californie, en quête d'opportunités, plutôt que des paillettes d'Hollywood. Los Angeles brillait à proximité, mais il grandit à l'écart de sa magie, plus attentif que bruyant, apprenant que la vie pouvait être injuste, mais qu'il valait toujours la peine de l'affronter avec honneur. Pas de voiture de luxe, pas de vacances fastueuses, pas de filet de sécurité pour leurs espoirs. Ce qu'il hérita, ce furent la discipline, l'honnêteté, l'humilité et la capacité de garder le cap face à l'adversité. Des années plus tard, en repensant à l'homme qui avait forgé son caractère, Tom déclara avec une gratitude silencieuse « Mon père était un homme formidable, un exemple à suivre. » C'était qui décide. Cette simple phrase révélait la force que Robert Selleck lui avait transmise. Une force discrète, sans ostentation, mais juste constante et profondément humaine. Au début des années 1960, le basketball devint le refuge de Tom, transformant la frustration en rythme et la déception en une nouvelle matinée d'entraînement. Les entraîneurs voyaient sa discipline, les professeurs ses bonnes manières, et pourtant, Tom ne se comportait jamais comme un enfant prodige. Il s'efforçait d'être fiable, honnête, utile, le genre de fils qui n'alourdirait pas le fardeau de parents déjà bien chargés. L'amour emplissait ce foyer, mais cet amour s'accompagnait d'attentes. La terreur s'abattit sur lui à 17 ans un jour, en apparence ordinaire. Un accident de voiture soudain brisa le rythme de sa jeunesse et le força à affronter la dure réalité, l'avenir peut basculer en un instant. Ses blessures ne lui mirent pas fin, mais elles le marquèrent profondément là où personne ne pouvait voir. Imaginez le silence stupéfait, après l'impact, le ciel dur au-dessus de lui, ce jeune athlète réalisant la fragilité de son corps, la fragilité de ses projets et l'incertitude quant à la sécurité de ses proches. Lorsque Tom retourna sur le terrain de basket des semaines plus tard, ses amis remarquèrent peut-être seulement une démarche plus lente et une pause plus longue avant chaque tir. Intérieurement, il avait changé. Le terrain était le même, le ballon était le même, mais l'insouciance de la jeunesse avait disparu. Cet accident lui apprit ce qu'aucun entraîneur n'aurait pu lui enseigner: le temps est sacré, car il peut s'arrêter sans prévenir. En 1962, sa persévérance le mena à l'université aux responsabilités et à un avenir qu'il envisageait encore de manière pragmatique. Étudiant brillant en administration des affaires, il pensait peut-être un jour suivre les traces de Robert dans l'immobilier. Il ignorait que la vie le préparait déjà pour la scène, la caméra, et une vocation qu'il n'avait pas encore osé nommer. Ses premières années furent des épreuves silencieuses, mais elles forgèrent l'homme derrière la légende. Le garçon qui jadis comptait les points sur un terrain de basket serait un jour jugé sur ses promesses, tenu sa capacité à gérer la pression avec dignité et une intégrité née avant même que l'Amérique ne lui fasse confiance. Le rejet a frappé Tom Selleck avant même que le succès ne sache où le chercher. En 1965, alors qu'il terminait ses études à l'Université de Californie du Sud, le jeune homme de Sherman Oaks accepta une invitation inattendue d'un professeur d'art dramatique et entra dans un cours de théâtre auquel il n'avait jamais pensé s'inscrire.
Sur cette petite scène, il découvrit une discipline aussi exigeante que le basketball ou le service militaire. Le sens du timing, l'écoute, la confiance et l'étrange pouvoir de toucher les gens sans élever la voix. Le métier d'acteur ne s'est pas imposé à lui comme une perspective glamour, mais comme une responsabilité qu'il ne pouvait plus abandonner. Plus tard, il dira « Je voulais juste trouver un travail et travailler ». Pour rester proche du métier, il accepta les plus petits rôles qu'on lui proposait des figurants anonymes, à la télévision des publicités, pour des sodas et des produits de beauté de brèves apparitions que les téléspectateurs oublieraient aussitôt. Il n'y avait ni promesses mirobolantes, ni salle d'attente, ni repas maigres. Alors qu'un jeune homme protégeait un rêve si fragile qu'il craignait presque de le nommer, le devoir vint briser ce fragile début en 1967, alors que Tom n'avait que 22 ans. Il reçut un ordre de mobilisation et s'engagea dans la Garde nationale de Californie, où il servit 6 longues années au sein du 160e régiment d'infanterie. Plus tard, il se souviendrait de cette décision avec une profonde humilité. Il fit ce qu'il croyait nécessaire sans en connaître le prix, et le prix fut brutal. Hollywood est impitoyable avec le timing, surtout pour un homme encore inconnu. 6 ans d'absence signifièrent des auditions manquées, une perte d'élan des visages plus jeunes qui prenaient de l'avance tandis que son propre avenir restait au point mort. À son retour à la vie civile en 1973, il ne fut pas accueilli chaleureusement. Aucune porte ne s'ouvrit, aucun signe que l'industrie lui avait gardé une place. Il avait vieilli, était toujours inconnu et contraint de recommencer à zéro. Apparition ponctuelle, réplique isolée, scène si brève qu'un spectateur pouvait l'oublier en un clin d'œil. La honte s'installa sournoisement, un pilote disparut après l'autre. 6 émissions de télévision promettant de percer s'éteignirent avant même d'être diffusées auprès du public. Chaque appel de son agent était pour lui un coup dur, aussi discret soit-il. Tom écoutait, les remerciait, avec les bonnes manières que ses parents lui avaient inculquées, raccrochait et pliait le scénario avec précaution, comme pour refermer le couvercle d'une autre page de sa vie. Il lui avait appris le cruel rituel du « presque ». Presque vu, presque choisi, presque sauvé, presque suffisant. Les cachets étaient maigres, les salles d'audition plus glaciales, et à chaque saison le fossé entre l'effort et la reconnaissance s'allongeait jusqu'à devenir une affaire personnelle. Pourtant, il ne baissa pas les bras. Il continuait de se présenter dans des salles où personne n'attendait grand-chose, de se former au Beverly Hills Playhouse, d'accepter des rôles que d'autres auraient pu refuser, persuadé que le talent acquis dans l'ombre était un talent à part entière. À la fin des années 1970, cette obstination finit par payer. Les directeurs de casting remarquèrent le calme et la sérénité qu'il insufflait à une scène, et les dossiers Rockford lui offrirent le rôle de Lance White, un détective privé dont l'assurance tranquille et le charme discret semblaient lui ressembler. Le public le remarqua, la critique le remarqua. Pour la première fois en plus de 10 ans, la chance commença à tourner, mais derrière son sourire demeuraient des portes closes, des rôles oubliés, des années sacrifiées au devoir et au temps. L'Amérique le qualifierait un jour de star, mais la confiance qu'il inspirait s'était forgée dans des salles vides, près de scénarios oubliés, là où personne n'applaudissait et où il restait pourtant debout. La célébrité ne libéra pas Tom Selleck en 1980. Elle l'enferma dans une cage dorée. À 35 ans après des années de refus, il incarna Thomas Magnum dans Magnum et devint du jour au lendemain l'icône d'une époque. La moustache, les chemises hawaïennes, le sourire désarmant et l'honneur discret qui se cachait derrière son charme firent de lui bien plus qu'une star de télévision. Ils firent de lui un homme que des millions d'Américains accueillirent dans leur foyer et en qui ils avaient une confiance absolue. Pourtant, le paradis que les téléspectateurs voyaient ont été bâtis sur un épuisement inimaginable. Tournée en grande partie à Hawaï, cette série dramatique hebdomadaire d'1 heure exigeait 12 à 14 heures par jour, 6 jours par semaine sous un soleil de plomb pendant 8 longues saisons. Le repos se faisait rare, l'intimité ténue. Les vacances, les anniversaires et les événements familiaux importants se retrouvaient coincés dans les chambres d'hôtel, les portes d'embarquement, les feuilles de service et les réécritures nocturnes. Des années plus tard, Tom se souviendrait de Magnum avec gratitude, mais aussi avec la lucidité d'un homme qui savait que le meilleur travail de sa vie lui avait pris des morceaux de lui-même qu'il n'avait pas remarqué perdre à l'époque. La loyauté était devenue la blessure cachée au cœur de son heure de gloire. En 1981, alors que l'Amérique commençait à peine à connaître son nom, une chance extraordinaire d'incarner un rôle légendaire lui échappa.
Non pas par échec, non pas par manque de charisme, mais parce qu'il choisit de respecter le contrat qui lui avait offert Magnum. Une promesse tenue, une porte du cinéma fermée à jamais. Hollywood récompense souvent ceux qui visent le succès, mais Tom a fait son choix, et ce choix a laissé une blessure intérieure qu'aucune reconnaissance ne pouvait effacer. Pourtant, il est retourné sur le plateau, a enfilé sa chemise, a retrouvé son sourire et a offert au public le même héros imperturbable, semaine après semaine. Derrière cette aisance apparente se cachaient des scénarios réécrits, la pression de la chaîne des journées exténuantes et la crainte sourde qu'un seul faux pas ne brise le lien avec des millions de personnes qui attendaient de lui une performance toujours impeccable. Il ait été adulé, mais prisonnier de l'image qu'il avait rendue si populaire, portant le fardeau étrange d'être devenu si convaincant dans le rôle de Magnum, que le monde en oubliait presque qu'un homme réel se tenait derrière lui. Le silence fut particulièrement pesant en 1988, lorsque Magnum s'acheva et que Tom, alors âgé de 43 ans, passa d'une activité incessante à un calme presque brutal. Imaginez ce dernier jour la chemise familière, plier la loge vide, le bruit de l'équipe s'estompant dans le couloir et aucune feuille de service ne l'attendant le lendemain. Après 8 saisons à être indispensable chaque jour, il dut affronter la question que redoute tout acteur iconique: l'industrie voudrait-elle encore de Tom Selleck une fois Thomas Magnum disparu? Les rôles arrivèrent, mais les comparaisons ne manquèrent pas. Les scénarios promettaient une renaissance, puis s'effondraient avant même de pouvoir le libérer. Chaque déception avait le goût amer d'être comparé à un fantôme en chemise hawaïenne. Pourtant, Tom refusa de se rabaisser pour échapper à l'ombre. Il choisit un travail authentique, même si cela signifiait renoncer à des gains plus faciles, accepter des occasions manquées et se reconstruire à un rythme plus lent et plus solitaire. Les directeurs de casting voyaient encore en lui cette rare constance, cette authenticité qui donnait vie à une scène, et avec le temps, cette qualité lui permit d'obtenir des rôles respectés au cinéma et à la télévision, prouvant ainsi son talent et sa longévité. Le monde garda la Ferrari, les chemises et le sourire. Tom lui porta le fardeau, le silence et la discipline nécessaires pour rester lui-même après qu'un rôle soit presque devenu son nom. Le désespoir frappa Tom Selleck alors que l'Amérique le croyait au sommet de sa gloire. Au début des années 1980, au sommet de la gloire de Magnum, le monde voyait la Ferrari rouge, le charme brut, le sourire naturel et l'homme qui semblait tout savoir. Des millions de personnes faisaient confiance à Thomas Magnum comme si son calme était inébranlable. Mais loin des caméras, la vie qui avait autrefois assuré la stabilité de Tom se désagrégeait silencieusement. En 1982, alors que sa carrière brillait de mille feux, son mariage avec l'actrice Jacqueline Ray s'acheva dans un silence qu'aucun applaudissement ne put apaiser. Il s'était marié en 1971, à une époque où son nom était encore surtout associé au casting, aux publicités, aux auditions refusées et aux pilotes qui n'ont jamais trouvé leur public. Jacqueline l'avait soutenu pendant ces années difficiles où les convictions comptaient parfois plus que l'argent. Tom avait adopté son jeune fils Kevin et avait tenté de fonder une famille avec les revenus précaires d'un acteur. Lorsque Magnum l'a propulsé au rang de star, ils avaient déjà traversé ensemble des années de déception. Pourtant, la célébrité est rarement tendre avec ceux qui attendent à la maison. Des journées de tournage de 16 heures, des tournées promotionnelles prévues des mois à l'avance, et la machine infernale d'une série à succès ont peu à peu étouffé les petits huriens dont l'amour a besoin pour s'épanouir. Les dîners partagés, les anniversaires, les matins paisibles, et les conversations interrompues par la fatigue. La solitude est devenue une facette de l'histoire qu'aucun magazine ne pouvait révéler. Tom n'a jamais été du genre à faire de sa souffrance personnelle un spectacle. Pourtant, la tension était palpable dans ses silences, dans ses réponses prudentes, dans la difficulté qu'il avait à expliquer les congés familiaux, plus difficiles encore à justifier que n'importe quelle scène à jouer. Durant cette période douloureuse, il admit « je me protège ». Les journaux parlèrent de différends irréconciliables. Comme si 2 mots simples pouvaient contenir la souffrance de 2 personnes qui avaient traversé l'incertitude côte à côte. Pour Tom, ce n'était pas un simple divorce. Des années plus tard, il se souviendrait de cette perte comme de celle qui transforme la conception qu'un homme se fait du foyer de la loyauté et de l'amour. Imaginez-le après une longue journée de tournage, encore couvert de poussière, tournant la clé dans une maison qui semblait étrangement silencieuse.
Le clic de la serrure lui parut plus fort qu'il n'aurait dû. Aucun rire familier derrière la porte. Aucune voix familière à table. Juste un scénario à la main, une chaise qui lui semblait trop vide, et la douloureuse vérité que des millions de téléspectateurs pouvaient l'accueillir dans leur salon, tandis que le sien était figé. Le plateau de Magnum était devenu à la fois un refuge et un rappel. Les caméras le faisaient tourner. Les dialogues donnaient un point d'ancrage à son esprit. Mais les dîners en famille, la chaleur des après-midi de travail, le sentiment d'être connu, avant même que le monde ne le connaisse, tout cela avait disparu. La dignité était devenue la façon dont Tom portait ce qu'il ne pouvait réparer. Il ne disait jamais de mal de Jacqueline, refusait d'alimenter la soif du public pour ses malheurs privés, et restait un père pour Kevin, honorant une promesse faite avant que la célébrité ne le rende public. Dans cette retenue, il apprit l'une des leçons les plus dures de l'âge adulte. Aimer, ce n'est pas posséder, et parfois lâcher prise est la seule chose digne qui reste, quand s'accrocher ne ferait qu'aggraver la souffrance. Le divorce laissa des traces, mais il créa aussi en lui un espace de calme où il put s'interroger sur le genre de partenaire de père et d'homme qu'il souhaitait encore devenir. Il ne renonça pas à l'amour. Il apprit à le traiter avec plus de délicatesse, de patience et moins d'orgueil. 5 ans plus tard, Gilly Mack allait entrer dans cet espace avec une chaleur qui le stabilisait d'une manière que la célébrité n'aurait jamais pu. Pour ses fans, Tom restait le héros inébranlable de Magnum. Imperturbable sous pression, toujours prêt à dégainer la réplique parfaite assez fort pour affronter n'importe quelle situation. Mais 1982 a appris à l'homme à la moustache que le succès pouvait remplir un studio tout en laissant un silence insupportable à la maison. L'Amérique voyait en lui un héros à chaque réponse. Tom avait compris que les questions les plus difficiles attendaient après l'extinction des caméras sur la chaise vide, dans le silence qu'il devait encore traverser, et dans la promesse d'être présent pour Kevin, même lorsque la famille, qu'il s'efforçait de maintenir unie, ne pourrait plus l'être. Le vide a suivi Tom Seska jusqu'à Londres durant l'été 1983. À peine 1 an après l'effondrement silencieux de son premier mariage, il s'est envolé pour ce qui devait être une brève échappatoire à la tempête de Magnum, un lieu où les caméras ne pourraient pas le traquer et où le silence de son foyer pourrait enfin se relâcher. Son visage faisait la une des magazines. Son nom était prononcé dans les foyers américains et pourtant, intérieurement, il apprenait encore à respirer après la perte. Un soir, un collègue acteur lui a suggéré la comédie musicale à succès du West End Cats. Tom accepta plus par politesse que par enthousiasme, mais lorsque les lumières s'éteignirent, la musique monta et les applaudissements emplirent la salle. Son cœur lui demeura étrangement immobile, jusqu'à l'apparition de Gilly Mack, une jeune femme à la voix douce et ébouriffée. Vive, gracieuse et rayonnante sans paraître avoir répété, elle conféra soudain une intimité palpable à la salle comble. Lorsque le rideau tomba, Tom s'attarda dans le hall nerveux d'une nervosité que la célébrité ne pouvait lui préserver. Les applaudissements résonnaient encore derrière lui, mais il portait en lui le silence pesant d'un foyer brisé. Plus tard, ses amis plaisanteraient en disant que le héros du grand écran qui affrontait le danger sans ciller peinait à trouver le courage de se présenter. Pourtant, il le fit. Et le rire de Gilly, simple et spontané sans la moindre trace de sa présence à Tom Selleck, perça ce silence pesant comme la première lueur d'un jour nouveau. L'espoir renaquit peu à peu, une visite au théâtre après l'autre. Dans les semaines qui suivirent, Tom revint voir Cats encore et encore, jusqu'à ce que même les acteurs remarquent le grand Américain dans la salle. Pourtant, il ne cherchait pas à se faire remarquer. Il cherchait à savoir si, après tant de souffrances, la vie lui laissait encore une chance. Gilly était chaleureuse, vive d'esprit, et insensible aux rouages de la célébrité. Elle avait sa propre carrière, ses propres passions, son propre équilibre, et elle l'a rencontré comme un homme, et non comme une image sur un écran. Leur idylle s'est déroulée loin du tumulte des tabloïds. Des dîners tranquilles, de longues conversations sur la famille et les livres, des promenades dans les parcs londoniens où personne ne se souciait des audiences ou des gros titres. Pour Tom, qui avait appris combien l'amour pouvait être fragile, sous la pression, sa présence n'était pas un sauvetage. C'était une main tendue, offerte sans exigence. Après 4 années passées à construire une confiance mutuelle à l'abri des regards, Tom et Gilly se sont mariés en 1987 lors d'une petite cérémonie privée volontairement discrète et profondément intime. Ceux qui les ont vus ensemble se souviennent de son regard pour elle, comme si la vie lui offrait une seconde chance trop précieuse pour être négligée. Ce mariage n'était pas un moyen de combler un vide. Il s'agissait de construire un foyer. La paternité a changé la signification du succès
en 1988 avec la naissance de leur fille Anna Margaret Selleck. Avec Jill, Tom acheta un ranch dans le comté de Ventura, loin des paillettes d'Hollywood, où le foin, les chevaux, le grand air et les matins ordinaires avaient remplacé le bourdonnement des studios. Il adapta sa carrière, refusa des rôles et réorganisa son emploi du temps, car il comprenait plus clairement que jamais le prix de l'absence. Après avoir perdu un foyer à cause des exigences de la célébrité, il était déterminé à ne pas laisser le suivant lui échapper discrètement. Les histoires du soir, les moments partagés à l'école, les repas en famille et la simple présence quotidienne prirent plus de valeur que les applaudissements. Ses amis remarquèrent le changement. L'homme, autrefois obnubilé par le show business, mesurait désormais le succès à l'aune de la stabilité qui l'attendait derrière sa porte. Avec le recul, Tom verrait sa rencontre avec Jilly moins comme un destin de conte de fées que comme le fruit du hasard d'une bonne intuition et du courage de reconnaître le bien lorsqu'il se présentait à lui. Le chagrin d'amour ne l'avait pas endurci. Il l'avait rendu plus attentif à l'amour. Le ranch devint le foyer que Tom pensait avoir sauvé du tumulte de la célébrité, un lieu où la paix semblait enfin possible. Mais la vie n'avait pas fini de le mettre à l'épreuve. Bientôt, ce foyer paisible allait être confronté à une peur qu'aucun père n'ait jamais préparé à affronter, non pas sur un plateau de tournage, non pas devant les caméras, mais dans la faible lumière d'un couloir d'hôpital. La paternité devint la plus grande joie de Tom Selleck en 1988, lorsque Jilly Mack donna naissance à leur unique enfant, Anna Margaret. À 43 ans déjà adulée dans toute l'Amérique grâce à son rôle dans la série à succès Magnum P.I., Tom découvrit un bonheur qui rendait les récompenses, les gros titres et la célébrité insignifiants. Anna n'était pas un chapitre de plus. Elle devint le centre de la vie qu'il voulait protéger. Plus tard, il se souviendrait de la paternité comme du moment où le foyer primait sur tout ce qu'Hollywood pouvait offrir. Mais en 1991, alors que Anna n'avait que 3 ans, cette joie se mua en peur. Une fièvre qui semblait bénigne le matin se transforma le soir venu en une lutte effroyable pour respirer. Les médecins diagnostiquèrent une pneumonie aiguë des mots qui paraissaient cliniques aux autres, mais qui résonnèrent pour Tom comme un coup dur porté à son monde. Il n'y avait pas de scénario, pas de réplique héroïque, aucun moyen de rattraper la scène. Il n'y avait qu'un petit lit d'hôpital, la faible lumière qui l'éclairait, le bip régulier des moniteurs, l'odeur âcre de l'antiseptique et les petits doigts d'Hannah qui s'enroulaient autour de sa main. Jilly restait à leur côté silencieuse, rongée par une peur qu'aucun parent n'ose nommer. Parfois, l'espoir renaissait. D'autres fois, il s'évanouissait. En 1992, Tom fit un choix inattendu à Hollywood. Au sommet de sa gloire, il se retira du métier d'acteur pendant 3 ans sans crier gare. Car aucun rôle, aucun cachet, aucune notoriété ne comptait plus que le temps passé avec sa petite fille. La peur revint des années plus tard sur un ring et non dans une chambre d'hôpital. Au milieu des années 1990, Anna s'était rétablie et avait trouvé une passion qui semblait transformer la survie en mouvement. À 4 ans, elle commença l'équitation. À 10 ans, elle participait à des concours de saut d'obstacles. Et Tom était souvent au bord du prétoire, observant non pas comme une star, mais comme un père, mesurant chaque saut avec fierté et une anxiété contenue. Puis vint 2018 à Spruce Meadows, à Calgary, au Canada. Anna, alors âgée de 29 ans, fit une grave chute lorsque son étrier magnétique se bloqua. En un instant, l'athlète qui, enfant, avait combattu la maladie se retrouva au sol. Son tibia et son péroné étaient fracturés à 2 endroits. La foule sembla retenir ses larmes. La voix du speaker s'estompa dans un murmure lointain. Pour Tom, la rambarde sous ses mains était comme le bord de ce lit d'hôpital. Anna n'était plus une petite fille, mais la peur d'un parent ne s'atténue pas avec l'âge de l'enfant. La voir souffrir raviva les souvenirs et fit ressurgir cette même vérité impuissante. L'amour peut accompagner la souffrance, mais il ne peut pas toujours l'arrêter. La convalescence fut une nouvelle leçon de présence. Anna dut affronter des opérations, des mois de béquilles et de longues séances de kinésithérapie. Chaque pas en avant était empreint de douleur, de patience et de ce courage inébranlable qu'il avait porté auparavant. Tom et Jilly restèrent unis comme en 1991, prouvant que les liens familiaux se tissent dans l'intimité des moments hors des projecteurs. Aujourd'hui, Anna est de retour en selle plus forte et toujours attachée à la vie équestre qu'elle s'est battue pour reconquérir. Pourtant, ces 2 ombres persistent dans la mémoire de Tom, la chaise d'hôpital près de sa fille de 3 ans.
et la barrière du manège où la peur l'a rattrapé des décennies plus tard. Malgré la gloire, les rôles, les applaudissements et la reconnaissance, ce sont ces images qui le révèlent le plus clairement. Le monde se souviendra peut-être des personnages qu'il a incarnés. Anna se souviendra de la main posée près du lit, de la silhouette près de la barrière de lit et du père qui ne l'a jamais laissé affronter la douleur seule. L'âge pesait sur Tom Selleck lorsque Blue Bloods lui demandait une force supplémentaire. Après les longues nuits d'angoisse liées à la maladie de Hannah, il est revenu à la télévision transformé, plus calme, plus conscient de la fragilité soudaine de l'amour. Dans le rôle du commissaire Frank Reagan, il ne recherchait pas la notoriété. Il incarnait l'autorité d'un homme qui avait quelque chose d'honnête à offrir. Pendant 14 saisons, il a enduré de longues journées de tournage, des scénarios interminables, des réveils aux aurores et des nuits baignées par les projecteurs du studio. Le travail exigeait de l'endurance, mais le temps ne s'écoulait plus paisiblement. Les répliques prenaient plus de temps, les journées semblaient plus lourdes. Malgré tout, il était toujours là. Lors de la dernière saison, une autre épreuve venue d'ailleurs est apparue. Les coupes budgétaires menaçaient la famille que la série était devenue pour les acteurs et l'équipe technique. Et Tom, avec ses partenaires, aurait accepté une réduction de salaire de 25% pour que l'histoire puisse se terminer dignement. Pas de grands discours, juste une loyauté discrète. À la fin du tournage, les accolades étaient chaleureuses, mais le silence qui suivit fut plus poignant que les applaudissements. 14 années à être indispensable au quotidien s'étaient écoulées laissant place à un sentiment de soulagement de perte et à un rythme de vie brutalement interrompu. La maison l'attendait à Hidden Valley, mais même la maison commençait à exiger plus qu'avant. En 1988, Tom acheta un ranch californien de 26 hectares ayant appartenu à Dean Martin et le transforma en un refuge que Hollywood n'avait jamais pu lui offrir. C'est là que lui et Gilly élevèrent Hannah au milieu des chevaux, des chênes, des grands espaces, des matins brumeux et des sons insondables. Il creusa des tranchées à la main, planta des milliers d'arbres, répara les clôtures au soleil et trouva une paix et un travail qui n'avaient de besoin d'aucun applaudissement. Les anniversaires brillaient sous les lumières de la grange. Le bruit des sabots résonnait sur la terre comme un souvenir. Pourtant, même les sanctuaires ne sont pas à l'abri du temps. Avec la fin de Blue Bloods, les revenus qui permettaient de faire vivre le ranch n'étaient plus réguliers, tandis que les dépenses continuaient de s'accumuler. Nourriture pour les chevaux, irrigation gardien, réparation impôts, et une terre qui ne connaît jamais de répit. Imaginez-le à la table de la cuisine avant l'aube, les papiers d'entretien à côté d'une tasse de café à moitié bu, la buée collée à la fenêtre, ses mains ridées, posées sur des chiffres plus froids que n'importe quelle écriture. Dans une rare honnêteté, il admit qu'il n'était plus sûr de pouvoir tenir encore longtemps. Pour les autres, cela ressemblait à une simple propriété. Pour Tom, c'était le début d'un adieu. Les souvenirs s'accrochaient à chaque poteau de clôture de ce ranch. Ce n'était pas qu'une simple terre. C'était Hannah apprenant à monter à cheval. C'était le rire de Gilly résonnant dans les champs. C'était le portail qu'il ouvrait quand il voulait disparaître du monde. La lumière de la grange qui rendait les soirées paisibles. La poussière sur ses mains, après une journée passée à réparer ce que l'âge rendait plus difficile à réparer. Perdre ce lieu ne se résumait pas à vendre des terres. Cela signifiait se tenir devant l'endroit où sa famille avait vécu ses années les plus précieuses et se demander comment un homme peut dire adieu à la vie qu'il a bâtie planche après planche, arbre après arbre, promesse après promesse. Pourtant, Tom continuait de s'occuper du ranch comme toujours. Les clôtures nécessitaient une vérification. Les chevaux avaient besoin de soins. Le matin revenait sans cesse l'invitant à se lever. C'est là la douleur de ces dernières années. L'homme en qui l'Amérique avait confiance pour maintenir le cap se retrouve face à une limite que même la force ne saurait franchir éternellement. Si un jour la porte se referme derrière lui, le monde assistera peut-être à une simple transaction. Tom entendra le bruit des sabots, verra les premiers pas d'Hannah à cheval, sentira le rire de Gilly dans le vent et saura que certaines maisons quittent les mains bien avant de quitter le cœur. À l'aube, Tom Selleck se déplace plus lentement, mais n'en est pas moins imposant. À 81 ans, il n'est plus l'homme qui court sur les plages hawaïennes ou qui parcourt les plaines à cheval pour une scène. Ses cheveux ont désormais des reflets argentés. Ses pas sont devenus plus assurés et la pause avant qu'il prenne la parole trahit un homme conscient que chaque mot doit être mérité. Ce ne sont pas des signes de défaite.
C'est le prix d'une vie passée à travailler, à aimer, à endurer et à refuser de se plaindre. Il se réveille toujours dans son ranch de 26 hectares à Hidden Valley, en Californie, le havre de paix qu'il a acquis en 1988, autrefois propriété de Dean Martin. Aux yeux du monde, ce n'est peut-être qu'un simple terrain. Pour Tom, c'est là que sa véritable vie a pris racine, là où Jilly Mack et lui ont élevé Hannah loin des caméras, là où il a creusé des tranchées à la main, planté des arbres dans les pâturages et réparé les clôtures sous le soleil californien. Il a dit un jour « Mes relations et mon ranch me permettent de garder la tête froide ». À l'aube, le ranch résonne de petits bruits, le foin qui bruisse une porte de grange qui grince un cheval qui respire doucement dans la pénombre. La douleur fait désormais partie du rituel matinal qu'il nomme rarement. Pendant plus de 30 ans, Tom et Jilly ont préféré la discrétion au spectacle, préservant ce que la célébrité aurait pu leur enlever. Hannah, cavalière professionnelle d'une 30aine d'années, perpétue cette même discipline. Quand ses sabots résonnent à nouveau sur les sentiers familiers, le temps semble se figer. Tom se lève toujours avant le lever du soleil, vérifie les chevaux, fait le tour du ranch et contemple la lumière qui inonde les collines. Mais ce qui était autrefois si simple exige désormais davantage. Des décennies de cascades, de longues journées de tournage et les exigences physiques de son métier lui ont laissé des douleurs dorsales qui le suivent pas à pas. Imaginez sa main vieillissante posée sur une barrière, le corps raide, le souffle du cheval emplissant l'air frais, et le pâturage devant lui empli de souvenirs qu'il peut encore toucher du doigt, mais qu'il ne parcourt plus avec la même aisance. Dans les dernières saisons de Blue Blood, les longues prises pouvaient devenir un véritable combat intérieur, mais il ne laissait jamais rien paraître à la caméra. Désormais, le ranch n'est plus un refuge entre deux rôles, il est le rôle lui-même. Pas de public, pas d'applaudissements, seulement les tâches quotidiennes, le silence et le sens. L'héritage, c'est ce qui demeure quand personne ne regarde. Les tabloïds ont beau réduire sa vie à une fortune de 45 millions de dollars, la véritable richesse de Tom réside dans les choix qui lui ont coûté cher. Il a renoncé à Indiana Jones parce qu'il avait donné sa parole à Magnum. Il s'est absenté lorsque sa petite fille avait besoin de lui pendant sa maladie. Il a discrètement contribué à payer les primes de l'équipe lorsque les budgets étaient insuffisants. Jilly l'a décrit comme un homme qui n'a jamais eu besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Des inconnus l'arrêtent encore non pas pour le scandaliser, mais pour le remercier d'avoir fait preuve de décence sans bruit de force, sans cruauté et d'honneur sans ostentation. Le monde se souviendra peut-être de la moustache, de l'insigne de la Ferrari et des rôles. Hannah, elle se souviendra du bruit des sabots à la maison. Jilly, elle se souviendra de l'homme discret à ses côtés. Et Tom, arpentant ce ranch à l'aube, le dos douloureux et les mains couvertes de poussière, prouve que la véritable force ne se joue pas devant les caméras. Elle se révèle en l'absence de public. La fragilité suit désormais Tom Selleck dans le lieu qu'il aime le plus. Sa santé n'est plus aussi solide qu'avant. Et chaque année, le ranch exige davantage de ce corps qui semblait jadis capable de tout porter. Il y a une crainte qu'il exprime rarement à voix haute. Un jour, il devra peut-être se séparer de cette terre. Lorsqu'il a admis ne pas être sûr de pouvoir tenir encore longtemps, certains ont cru qu'il s'agissait d'un souci financier. Pour ceux qui le comprennent, cela sonnait comme un adieu naissant. Imaginez-le sur le perron tandis que le brouillard enveloppe les champs, son café refroidissant entre les mains. La grange est silencieuse, les clôtures semblent l'attendre, le passé est partout. C'est ici que Hannah a appris à monter à cheval. C'est ici que le rire de Jilly résonnait dans l'air du matin. Perdre cet endroit ne serait pas une simple transaction. Ce serait comme quitter une pièce où les plus belles années sont encore palpables. Pourtant, Tom n'est pas encore parti. Il se replonge dans les vieux westerns qui ont nourri son imagination et répond aux lettres de ses fans quand il le peut. Les propositions se font plus rares et parfois son corps refuse ce que son cœur désire encore. Il a parlé de cette vérité avec une franchise désarmante. L'envie de travailler demeure, mais son corps ne suit pas toujours. Il n'y a aucune amertume, seulement la douce réalité d'un homme qui a donné le meilleur de lui-même toute sa vie et qui désormais mesure le succès à des choses plus simples, plus profondes. Les matins passés avec ceux qu'il aime. Des chevaux au-delà de la fenêtre, un fauteuil familier, un lever de soleil qu'aucune récompense ne saurait remplacer. Un jour, le ranch portera peut-être un autre nom. Les gros titres s'estomperont, les émissions ne seront plus diffusées qu'en rediffusion. Mais la façon de vivre de Tom Selleck, honnête, loyal et humble, restera. Hannah se souviendra des matins à cheval. Jilly se souviendra de cet homme dont la voix n'avait jamais besoin d'élever la sienne. Les fans se souviendront de celui qui incarnait l'intégrité bien plus qu'un simple rôle.
Il l'a porté même loin des caméras. Si des larmes coulent à la fin de cette période, ce ne sera pas seulement pour le temps qui s'est écoulé, mais aussi pour celui qu'il a choisi d'être. Partagez le rôle, le souvenir ou la leçon que vous emporterez avec vous, et honorez cet homme qui un jour quittera peut-être le ranch, mais jamais les valeurs qu'il y a semées.